Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus du jour. Raconter le monde autrement armé de sa caméra. C'est le choix de Camille Courcy, journaliste et réalisatrice. Elle se rend sur des terrains sensibles pour donner à voir et à comprendre ce que l'on ne montre pas toujours. Son portrait dans un instant. Quant à notre sujet du jour, il concerne nos ados et plus particulièrement leur rapport aux réseaux sociaux. Souvent accusés de passer trop de temps sur leur téléphone à jongler entre les différentes plateformes. Ils semblent pourtant plus lucides qu'on ne le croit sur leurs pratiques, conscients des risques et même prêts à changer leurs habitudes. C'est en tout cas ce que révèle une étude que l'on va prendre le temps de décrypter avec mon invité. Philippe Colléon, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'Academia. On en parle tout de suite après notre focus. Jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale. Camille Courcy partage sa vision du journalisme de terrain à travers ses reportages engagés, un dévouement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque. Elle est notre influenceuse du jour, signée Dylan Colère. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes. Son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité, les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seule, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là, vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans des ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Interdire les réseaux sociaux avant 15 ans, limiter leur usage à 1 heure par jour, voilà des propositions dont vous avez certainement entendu parler au cours des dernières semaines. Et du côté de nos ados qu'on dit accros, certains se disent pourtant prêts à respecter ces règles. Alors comment expliquer ce paradoxe et surtout qui doit agir, les parents, les politiques ou les plateformes? Pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Philippe Colléon, PDG d'Academia. On en parle avec vous dans la première partie du talk. Alors Philippe, cet été vous avez réalisé en partenariat avec Odoxa une grande étude sur le rapport des adolescents aux réseaux sociaux, un vaste sujet bien évidemment qui lorsqu'il est abordé dans les médias l'est généralement de façon assez négative. On parle souvent des effets néfastes sur la santé mentale des jeunes, de l'aspect addictif des plateformes. Pourtant à la lecture de cette étude, le tableau ne semble pas si noir finalement, notamment vis-à-vis du regard justement que l'on pose sur les pratiques de ces jeunes qui semble quelque peu erroné. Alors, comment expliquer déjà ce décalage dans la perception ?
C'est souvent le cas. Alors, c'est la deuxième année que nous réalisons des études. La première fois, c'était à quoi rêvent nos enfants. C'est intéressant, comment ils se projettent dans l'avenir. On les interroge peut-être pas assez. Et là, cette année, effectivement, on s'est interrogé sur la relation qu'ils ont avec les réseaux sociaux, le portable, etc. Et effectivement, la surprise, on a interrogé plus de 1100 enfants, élèves, adolescents. Et la surprise, c'était effectivement de voir cette prise de conscience totale qu'ils ont sur à la fois l'intérêt, mais aussi les dangers des réseaux sociaux et du portable. Donc quelque part, autant de la partie parents, je crois qu'ils sont à 76% prêts à interdire quelque part l'usage des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, que eux-mêmes, les enfants, ont cette conscience quelque part du danger. Alors, ou parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes d'harcèlement ou ce genre de choses, ou bien se rendant bien compte de l'addiction qu'ils ont un petit peu à ces réseaux. Alors, vous avez évalué 5 pistes d'autorégulation, justement, pour ces ados. Et la première, et c'est un chiffre qui est assez marquant, c'est le fait de supprimer un réseau social. 76% d'entre eux seraient prêts justement à le faire si le réseau en question les rendait anxieux. Oui. Qu'est-ce que déjà on sous-entend, premièrement, quand on parle d'anxiété sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Est-ce que c'est la pression des notifications ou autre chose? Alors, ce qu'on voulait avant tout, c'est faire une photographie, comprendre effectivement la perception des adolescents. Donc, c'était la première étape. Après, effectivement, on arrive à la phase, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont prêts à s'auto-limiter. On parle d'arrêter l'usage du téléphone après 21h, bien sûr dans la journée, pendant les cours. Donc, ils sont prêts à s'auto-réguler. Mais en fait, le vrai danger, quelque part, où l'addiction vient sur la communauté. C'est-à-dire que lorsque vos copains ou copines sont encore à 22, 23 heures sur les réseaux, eh bien, si vous n'êtes pas connecté, vous sortez un peu du groupe. Donc, ça peut être qu'une démarche collective menée par les parents et être conscient que les enfants sont prêts à s'auto-limiter. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller contre vos adolescents, vous allez au contraire les aider, parce qu'il y a cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, est-ce qu'elle est aussi, est-ce que ça démontre aussi une forme de maturité numérique, ou est-ce que ça révèle plutôt spécifiquement sur la question de l'anxiété, qu'en fait elle est déjà bien installée et que justement les jeunes ont ce besoin de prendre du recul? Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a cette conscience de l'addiction et des dégâts que ça produit sur les difficultés de se concentrer, de quelque part de l'image de soi-même. Je parle surtout, et c'est intéressant, sur les jeunes filles. Donc, ils ont quelque part, ils ont pris conscience récemment, peut-être par les médias, mais aussi par leur propre vécu, des dangers de tout ça. Dans les faits, dire je supprimerai une appli, c'est une intention, bien sûr, mais est-ce que dans les faits, les ados passent réellement à l'acte? Ou est-ce que finalement ça reste justement, vous le disiez, on a ce besoin effectivement quand on est sur les réseaux sociaux de se connecter à ses camarades, donc ça peut être difficile finalement de supprimer une application. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à passer cette étape? Alors non, ils n'y arrivent pas, c'est pour ça qu'il faut les aider. Et c'est le rôle des parents, on parle de collégiens, donc d'enfants de 11 à 15 ans. Donc il faut les aider, c'est remettre des règles et faire respecter ces règles. Alors c'est vrai à l'école, nous dans nos écoles par exemple chez Academia, ça fait 3 ans que les portables sont totalement interdits pendant les cours. Et ça ne pose aucun problème à partir du moment où c'est collectif. Le problème c'est quand c'est une démarche plus individuelle. Donc c'est le rôle des parents. Les parents sont prêts à ça. 2, il faut que ce soit géré collectif. C'est-à-dire même on voit des parents qui appellent les parents d'autres copains ou copines en disant « Écoute, on a dit on arrêtait après 21h, essaye de faire respecter ça à ton enfant. » Donc il faut faire une démarche collective et il faut aider les enfants à prendre conscience, mais justement cette étude montre qu'ils ont pris conscience des dangers, et 2, à faire respecter les règles, mais ça c'est vrai dans toute société. Vous parliez justement de couper les réseaux sociaux à partir de 21h. Et ce qui est intéressant, c'est que là où sur les autres mesures d'autorégulation, lycéens et collégiens ont plutôt tendance à apporter les mêmes réponses, cette fois-ci sur cette problématique spécifique du temps d'écran, on observe que les lycéens sont moins enclins à couper à partir de 21h. Est-ce que ça signifie ça que la dépendance, elle croît avec l'âge aussi? Alors la dépendance croît et aussi le rôle des parents décroît.
Donc c'est inversement proportionnel, mais ça pose des problèmes. On voit par exemple, il y a beaucoup d'écoles qui travaillent, qui envoient les devoirs via des différentes applis, etc. Il dit mais comment on va faire? Souvent on nous envoie même nos devoirs pour le lendemain à 21h. Donc il faut que toute la communauté éducative, les parents et tout le monde mettent des nouvelles règles. Voilà. Donc eux sont prêts encore une fois à se réguler, mais il faut que l'ensemble des acteurs aussi jouent le jeu. Effectivement, si un enfant ne peut pas faire ses devoirs parce que le professeur lui a envoyé ce qu'il doit rendre le lendemain à 21h30, ça posera problème. Et est-ce qu'il existe, un couvre-feu numérique, par exemple en Chine? Il a aussi été évoqué par Gabriel Attal. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui ferait sens, justement, puisque vous parlez de l'accompagnement global? Et est-ce qu'elle est souhaitable? Je dirais l'adolescent, par définition, à côté rebelle. Donc, si on interdit, il va vouloir passer outre les interdits. C'est le principe de l'adolescence. Donc, l'interdiction pure et dure est difficile. Par contre, je pense qu'il y a une notion aujourd'hui, on peut aussi considérer que les parents et les adolescents peuvent être suffisamment adultes pour s'autoréguler. Maintenant, s'il n'y a pas cette autorégulation, vous savez, c'est très simple. Aujourd'hui, vous pouvez régler le portable de vos enfants pour qu'ils aient plus de réseau après 21h. Donc, il y a beaucoup de moyens d'agir sans rentrer forcément par des lois, etc. Je pense qu'au niveau scolaire, oui, il faut des lois. Dans le domicile, c'est le rôle des parents. Donc, que les parents définissent des règles et les fassent appliquer. Il y a aussi quelque chose d'important, on l'a un petit peu évoqué en ce début d'émission, c'est le fait que les réseaux sociaux ne soient pas toujours un espace, j'ai envie de dire, une safe place, quelque chose de rassurant. À quoi ressemblerait un réseau social bienveillant pour les ados qui leur permettrait justement d'avoir d'autant plus de facilité à s'autoréguler et aussi peut-être avoir une meilleure consommation de ces réseaux? Alors, on parle beaucoup d'harcèlement sur les réseaux. Beaucoup d'enfants sont victimes d'harcèlement. Ils déclarent à 18% ont été déjà victimes d'harcèlement. Donc, gérer cette prise de conscience et amplifiée. Vous parliez de la Chine. La Chine, quelque part, le TikTok chinois n'a rien à voir avec le TikTok français européen. C'est des programmes éducatifs. Voilà, donc, quelque part, il y a des TikTok et on voit bien, quelque part, le danger, quelque part, des réseaux sociaux en France. Donc, encore une fois, c'est une question... Alors là, par contre, les gouvernements peuvent influencer, par exemple, le contenu de ces sites-là. Je pense que la notion d'anonymat, c'est un vrai débat. Vous pouvez injurier quelqu'un de façon anonyme. Là aussi, c'est un débat qu'il faut mener. Donc, il y a plusieurs débats, si vous voulez, pour faire avancer le débat. Mais c'est une violence qu'on retrouve dans la société, qui est chez les enfants et dans les réseaux sociaux. Donc, on a créé des outils, quelque part, très négatifs. Alors que, bien sûr, on rentre dans l'ère de l'IA, on rentre dans une forme de modernité. Donc, le but n'est pas, quelque part, d'isoler les enfants, de rejeter toute modernisation de la communication, mais bien de la contrôler. On parle justement de réglementation. Ces derniers mois, plusieurs responsables politiques ont mis sur la table des propositions fortes, parmi lesquelles l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans et l'interdiction du portable au collège et au lycée. Et vous avez justement pris le temps d'interroger à la fois les parents et les enfants sur ces deux mesures. Le résultat est assez contre-intuitif pour les adolescents. Ils sont surprenants puisque, comme les parents, ils sont finalement une majorité à soutenir cette interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, les jeunes réclament de l'aide ? Oui, ils réclament de l'aide, mais c'est toujours la complexité de l'interdiction. C'est-à-dire, si vous interdisez, ça leur donne envie de continuer, etc. Mais je crois que le débat, il est sur, effectivement, la génération de l'anxiété. Ils sont conscients de l'anxiété, ils sont conscients du danger, de l'image que ça renvoie. Donc, ils sont prêts, quelque part, à une réglementation, à s'auto-limiter. Maintenant, il faut que les parents, il y a un rôle forcément des parents. C'est intéressant, 78% disent qu'ils sont prêts à limiter eux-mêmes l'usage, mais que 30%, quelque part, le limiter fortement. Donc, quelque part, c'est cette notion d'exemplarité des parents qui doit être suivie, effectivement, par des enfants. C'est dur de dire à un enfant, ça, c'est pas bien, mais moi, je le fais. Moi, je le fais. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, sur les collégiens, tout le monde est à peu près un consensus de dire limitons, voire interdisons les réseaux sociaux. Lycéens, ça devient plus compliqué, et les parents...
c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Et lors de son discours de rentrée, la ministre Elisabeth Borne, toujours, a annoncé la généralisation de la pause numérique au collège. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette mesure? Est-ce que finalement, ça rejoint ce que justement recherchent aussi les adolescents? Je pense qu'à la limite, même cette mesure n'a pas fait débat. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et elle était déjà en vigueur, mais elle n'était pas appliquée. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on va essayer d'appliquer une mesure. Mais je crois qu'à un moment, tout le personnel éducatif, les enfants, les parents sont d'accord pour interdire le portable dans le cadre scolaire. Et il y a même certains établissements qui interdisent dans l'environnement de l'école. Ce sont des sujets dont on va continuer à parler bien évidemment dans la seconde partie du talk. En attendant, je vous propose de faire un petit détour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler. We head to Tokyo for the full process of the automated underground bike parking. You roll up your bike and line it up in the track. You then push the button which activates a robotic arm that grabs the bike and takes it down. It slides into one of the open parking spots. It then sits there safe from thieves, weather, and other elements until the rider returns and scans their card. As the card is attached with a chip, the robot knows which bike to retrieve. Within around 10 seconds, the bike is picked up by the robot and brought back through the garage door. And you can ride off with a bike that is still dry and has all its parts.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Philippe Colléon, PDG d'Academia, avec qui nous abordons une étude très intéressante sur le rapport des jeunes aux réseaux sociaux. On continue à en parler dans la seconde partie du talk. Alors, dans la première partie, vous évoquiez notamment le fait que c'était une responsabilité collective de pouvoir justement permettre aux jeunes d'avoir une relation plus saine aux réseaux sociaux. Et il y a une partie qu'on n'a pas abordée, ce sont les plateformes. En parallèle, les plateformes semblent progressivement suivre le mouvement. Je pense notamment au groupe Meta qui, cette année, a mis en place des comptes adolescents avec une protection spécifique, une protection par défaut, notamment sur la lutte sur la sextorsion. Est-ce une réponse réelle aux inquiétudes des familles ou davantage un outil de communication pour ces plateformes? Est-ce que vous pensez qu'elles ont vraiment saisi l'urgence? Le problème, c'est que souvent, ces décisions-là se passent aux États-Unis. Donc en ce moment, je dirais, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'à un moment, il y a une notion effectivement de pression qu'ont les utilisateurs sur ces plateformes, qui les obligent à réagir. Aussi des gouvernements. Je crois qu'il y a un rôle des gouvernements d'obliger quelque part ces acteurs à limiter l'usage. Donc voilà, c'est toujours encore une fois la responsabilité de tous les acteurs politiques, familiaux, de peser pour dire, écoutez, si vous ne limitez pas, on interdira l'accès à nos enfants. Et aujourd'hui, on réagit énormément au niveau du droit européen oui. En ce qui concerne les réseaux sociaux. Est-ce que ça, vous estimez que c'est un frein et qu'il faudrait peut-être reprendre la main en France, justement pour pouvoir protéger plus nos jeunes? Je pense que pour attaquer les bras de fer avec ces plateformes qui ont une puissance énorme, il faut que ce soit au niveau européen. Parce que j'ai un moment, plus on est groupé, plus on est fort pour faire face à ces plateformes et justement les contraindre quelque part à limiter l'accès aux adolescents. Certaines personnes proposent un score de transparence des applis, comme par exemple le Nutri-Score alimentaire. Qu'est-ce qu'on en pense de cette mesure ? Est-ce que ça aurait un sens ? Après, les applis, c'est comme tout. Il y en a des bonnes, des moins bonnes. Ceux qui sont effectivement ou mal notés ou remettent en cause l'analyse de ces plateformes ou de ces applications. Voilà, il y a du bon, du moins bon. On trouve ça dans tous les secteurs. Là aussi, encore une fois, c'est le consommateur qui va faire son choix. Les bons resteront et les moins bons disparaîtront. Mais est-ce que finalement, c'est les applications qui ne sont pas bonnes ou est-ce que c'est pas plutôt l'usage qu'on en fait? Parce que si on prend TikTok ou Instagram, on reprend l'exemple de TikTok. Oui. C'est-à-dire qu'en Chine, effectivement, il y a une certaine censure. Toutes les informations ne passent pas sur cette application. Du coup, l'approche qu'ont les jeunes justement de cette application en Chine est complètement différente de celle qu'on a en France. Est-ce que finalement, c'est les applis qui sont mauvaises ou est-ce que c'est les usages qu'on en a, le problème? Quelque part, les applis vous imposent, mais vous incitent à un usage où on voit aujourd'hui un petit peu les dégâts. Je vois aussi l'étude montre que 46% des jeunes ont de l'anxiété liée à l'usage de ces applications. Donc, à un moment, le but d'une application, c'est pas de créer de l'anxiété. Et principalement chez les jeunes filles. Voilà, donc oui, il faut limiter. Tout n'est pas possible. On ne peut pas injurier des gens en permanence, harceler des gens. 18% des jeunes filles ont été harcelées via les réseaux. Donc quelque part, ça dépend sur quelle société on veut vivre, mais on ne peut pas dire quelque part tout est possible, tout est permis sur les réseaux sociaux. Donc quelque part, ce sont des outils qui peuvent être fantastiques, et on parlera de l'IA éventuellement, c'est comme l'IA, mais quelque part, il faut absolument éduquer nos jeunes à utiliser ces outils, détecter les fake news, détecter quelque part toute cette manipulation que certains peuvent utiliser. Et après, c'est tout le problème de la responsabilité des plateformes. À quel moment ils sont responsables du contenu, à quel moment ils disent, écoutez, on n'a aucune responsabilité sur ce qui est diffusé, c'est celui qui émet le message sous anonymat qui est responsable. Donc il y a une notion aussi de responsabilité de ce qui est dans le contenu de toutes ces plateformes. Et en même temps, ces mêmes jeunes sont aussi à l'origine du contenu qu'on trouve sur ces plateformes. Donc là encore, c'est difficile. Ça veut dire qu'il faut aussi, eux, les responsabiliser, les éduquer à ce qu'ils, justement, partagent sur ces plateformes? Bien sûr, mais on le voit dans le cadre de harcèlement. Des enfants qui disent je jouais, quoi. C'est pas grave. Si, c'est grave. Donc, quelque part, c'est cette prise de conscience qu'à un moment, c'est pas parce que c'est sous couvert d'anonymat que c'est un jeu
il peut y avoir des conséquences énormes. Si vous deviez prioriser une action immédiate, finalement, ça serait laquelle, pour résumer votre propos? Est-ce que ça serait la prévention, la formation, la régulation, les sanctions? Ou est-ce que c'est le tout? Ça peut être le tout aussi. À partir du moment où il y a cette prise de conscience, on voit qu'il y a cette prise de conscience, ça passe par l'éducation. Une fois que j'ai pris conscience, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, de dire, voilà, un éventail quelque part de mesures. Je décide d'arrêter après 21h les réseaux sociaux. Je décide effectivement l'école a décidé d'arrêter le portable pendant l'école. D'autres, ça va être limité à 1 heure d'usage de ces plateformes. Donc, je pense qu'à un moment, ça va avoir une boîte à outils de mesures et que chacun, en fonction de l'âge, en fonction de la situation, peut adapter des mesures. Mais encore une fois, je vois il y a de plus en plus, par exemple, de mouvements de mamans dans les écoles qui disent, OK, on va créer un collectif pour que tous ensemble, on interdise à nos enfants l'usage des réseaux sociaux après 21h. Donc, c'est une action aussi collective. Et c'est là où on voit une prise de conscience quelque part de l'individu. Vous parliez spécifiquement des fake news. 35% des jeunes de votre étude ont affirmé avoir déjà relayé de fausses informations. Comment on se saisit de ce sujet spécifique? Parce que c'est extrêmement important, c'est un sujet extrêmement sensible. Alors, c'est justement d'apprendre à un adolescent à vérifier une information. Quand quelque chose m'interpelle, là, je regardais hier, le président Macron est hospitalisé d'urgence, etc. OK, on va regarder sur d'autres sites ou d'autres des journaux, etc. Confirmation de cette information ou pas. Voilà, donc c'est un moment pouvoir avoir une situation, critique par rapport à ce que je vois. Et ça, c'est vrai pour les plateformes. Et encore une fois, ça va être vrai dans l'IA. Donc, nourrir l'esprit critique. Est-ce qu'on est en retard, néanmoins, du côté de l'école, sur justement cette éducation au numérique? Oui. Oui, parce que là, ça bouge dans tous les pays. Et nous, on est dans où on interdit, où on autorise tout. Alors, à un moment, on autorise tout pour arriver à une interdiction et une réglementation. Donc, ça, c'est aussi le rôle du corps enseignant, de l'école, d'éduquer nos jeunes à ces technologies-là. Je pense qu'à un moment, le but, c'est pas de dire on vit sans, c'est vivre avec intelligemment. C'est d'avoir une éducation, on parle d'intelligence artificielle, moi je parlais d'intelligence active. C'est de rendre l'élève acteur de l'usage de ces outils. S'il est acteur, à ce moment-là, s'il sait contrôler tous ces outils qui vont se présenter à lui dans le monde moderne, alors ça sera bénéfique. Et l'intelligence artificielle, vous y voyez quand même des bénéfices sur les réseaux sociaux, ou est-ce que pour vous, ça reste justement un outil de plus à maîtriser pour les jeunes, une difficulté supplémentaire justement sur le fait de relayer des fake news? On a énormément d'intelligence artificielle aujourd'hui qui créent des images, qui peuvent justement alimenter les fake news et autres. Est-ce qu'on a quand même des avantages à l'IA? Alors, il y a forcément... D'abord, on n'a pas le choix. L'IA est là et il va falloir vivre avec. Bien, pas bien, je dirais, c'est même plus le débat. Voilà. Maintenant, ce qui est très important, c'est de montrer comment ça va modifier complètement l'information, l'éducation. Là où on était sur une culture du savoir, la machine sera plus intelligente que nous. Donc aujourd'hui, on rentre dans l'ère du questionnement. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va être ceux qui vont se poser les bonnes questions, qui vont obtenir les bonnes réponses de la machine. Donc, quelque part, il faut éduquer nos enfants à questionner et quelque part à vérifier l'information. Donc, ça remet complètement en cause quelque part l'éducation qu'on a depuis des dizaines, voire des centaines d'années, qui est de dire quelque part, c'est la transmission du savoir. Non, c'est plus ça, c'est le questionnement qui va être important, la capacité quelque part d'obtenir la meilleure information de toute cette connaissance qui va être dans toute cette intelligence artificielle. Alors, on peut aussi se poser la question avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne va pas transférer aussi finalement l'addiction qu'on avait sur les réseaux sociaux à ce nouvel outil? C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de jeunes, notamment développer des relations avec des chatbots, en faire leurs confidents. Est-ce qu'on n'est pas face à un nouveau loup dans la bergerie, j'ai envie de dire, quelque part? Si, bien sûr, mais remettons la famille, la relation humaine, le contact au cœur de la relation. La nature humaine évolue quand même doucement, et je pense que plus on va aller dans quelque part des outils technologiques, plus on va avoir besoin d'humains. Et on voit, même regardez au niveau de la musique, ok, il y a eu le numérique, mais il n'y a jamais eu autant de gens qui allaient dans un concert. Donc quelque part, je crois, j'espère que quelque part ces outils vont permettre au contraire de retrouver de la relation humaine, ce que j'appelle la vraie relation.
Et ben c'est sur cette note positive qu'on va refermer notre émission. Merci beaucoup Philippe Colléon. Je le rappelle, vous êtes PDG d'Academia, d'avoir commenté avec nous cette étude qui était très inspirante pour le futur. Oui, tout à fait. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.